Conférence donc sur les innovations technologiques dans les filières du végétal au service des aménagements paysagers dans l'objectif de lutter contre les îlots de chaleur. Donc moi je suis Véronique Tosser, je suis chargée de mission innovation sur le végétal urbain chez Végépolis Vallée. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs de nos adhérents qui vont m'accompagner pour vous illustrer donc ce sujet. Donc dans l'ordre, Pierre Carrier qui est responsable stratégie et développement commercial chez Amotera, qui est la spin-off de Mycéa. Ensuite, nous avons Marie-Laure Rolline, qui est paysagiste, non, pardon, pas du tout, qui est co-gérante aux Pépinières Javois. Et puis Vincent Roulois, qui est responsable recherche et développement chez Novaflore. Christophe Montil, qui est paysagiste, concepteur et ingénieur au CRIT Horticole. Et enfin, Olivier Fouché, qui est responsable du bureau d'expertise florisage d'Astrédor. Voilà, donc je vais démarrer. Hop, je vais me pousser un petit peu pour vous laisser voir l'écran. Alors, pourquoi ce thème on voulait parler en fait des leviers pour optimiser la gestion de la ressource en eau à toutes les étapes de la vie du végétal. Je ne vous apprends pas que le changement climatique a des effets qui sont déjà visibles, et notamment dans les écosystèmes urbains. Et donc qui nous impose de trouver collectivement des solutions pour améliorer le cadre de vie des citoyens, des citadins, et puis lutter contre les îlots de chaleur. Le végétal, il peut contribuer à atteindre ces objectifs, mais pour ça, on a un besoin à la fois d'avoir un effet de rafraîchissement et aussi de pouvoir optimiser, voire se passer de la ressource en eau pour la préserver. Et donc, pour y parvenir, les filières du végétal innovent déjà, et depuis un bon moment, du choix des espèces jusqu'à leur entretien une fois qu'ils sont plantés. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'illustrer ces innovations avec nos 5 experts qui représentent donc toute la chaîne de valeur. Alors, donc, mesdames et messieurs, la première question que je souhaitais vous poser, c'est finalement, pourquoi et comment tout se joue dès la conception d'un projet si l'objectif est de préserver la ressource en eau. Donc on va démarrer avec Marie-Laure. Hop, le micro est allumé. Allô, allô. Merci. Donc moi, je suis pépiniériste et je suis spécialisée en plantes grimpantes, donc tous ces végétaux qui ont besoin d'un support pour se développer. Et la question vraiment première et le point que je souhaitais pouvoir transmettre en préambule, c'est que un projet, ça se réfléchit vraiment en amont, et notamment sur ces sujets de plantes grimpantes. Tout d'abord, en fait, on va aller chercher à comprendre quels sont les services qu'on souhaite pouvoir voir être rendus par la plante. Une plante grimpante, ça peut faire de l'ombre, ça évapotranspire. On a aussi la question du mode d'entretien. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un entretien qui va être fréquent ou moins fréquent? Voilà, donc ces questions-là, en fait, c'est vraiment le b.a.-ba. Avant de se lancer, souvent, on a une belle idée en tête, une image de quelque chose de sympathique, mais on se pose peu la question de ce à quoi ça va servir et comment ça va se gérer. Donc c'est un point vraiment très important. Et dans les grimpantes, il y a un autre sujet qui est, une fois qu'on a répondu à ces 2 questions, de ce à quoi ça va servir et comment est-ce qu'on va les entretenir, évidemment les conditions de plantation et autres, le sujet qui va se poser, c'est le mode de fixation de ces grimpantes. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on a très très souvent, ça génère beaucoup de difficultés dans le cadre de projets, parce qu'on a des projets sur lesquels on va avoir une proposition d'un type de support sur un bâti, des câbles, qui vont être installés dans le cadre de la construction du bâtiment. Et puis quelques mois plus tard, on va choisir des grimpantes pour mettre sur ces supports. Et là, du coup, il n'y a pas de connexion entre le choix des végétaux et le type de support. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des plantes qui n'arrivent pas à se fixer sur le support. Et ce que je vous ai mis en slide ici, c'est les différents types de supports de grimpantes. On a donc une plante grimpante, ça peut s'accrocher avec des ventouses, ça peut s'accrocher avec des vrilles, ça peut s'enrouler, ça peut ne pas avoir de technique. Et bien tout ça, ça se pense en amont. Si on pense le végétal sans le support ou le support sans le végétal, quand on met les deux de manière dissociée ensemble à un moment donné, ça coince. Donc c'est vraiment, cette réflexion en amont est super importante. Après, du coup, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, à quoi ça va servir. Et en plante grimpante, on va avoir ces 4 sujets-là principaux. Une plante grimpante, tout d'abord, ça va servir. Alors, ça peut servir à faire de l'ombre.
Donc là, on va chercher des végétaux qui vont avoir une capacité de couverture importante. Souvent, quand on cherche de l'ombre, on cherche aussi de la lumière l'hiver, donc des notions de caduc, plutôt des végétaux caducs pour laisser passer les calories du soleil l'hiver. Et puis des plantes, dans la mesure du possible, qui évapotranspirent pour pouvoir permettre d'apporter cette fraîcheur l'été. L'autre sujet, ça va être de pouvoir, on peut utiliser des plantes grimpantes pour recouvrir. Donc des murs disgracieux, bien sûr, c'est un super anti-tag également. Et là, du coup, souvent, on va se baser sur des plantes avec des ventouses ou des racines aériennes. On va pouvoir essayer également de chercher à cacher des vis-à-vis, et de plus en plus en milieu urbain. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que les plantes grimpantes, ce sont de très bons retombants pour certaines. Donc toutes les grimpantes qui vont être à vrille normalement, enfin, notamment, sont de très bons retombants et peuvent être utilisées comme telles. Donc voilà, on a cette question du mode de fixation du type de support, la question de à quoi ça va servir, quelles sont les fonctions recherchées. Et puis, le dernier des sujets, quand on sait la fonction, on va travailler sur l'architecture de la grimpante. Si on veut que la grimpante fasse de l'ombre, eh bien, on va plutôt chercher des plantes qui vont avoir des pores qui sont favorables à l'ombrage, comme un port parasol. Si vous choisissez un port triangulaire, comme un jasmin étoilé, pour faire de l'ombre, ça va vous faire beaucoup de végétaux au pied, ou un chèvrefeuille par exemple, mais finalement peu d'ombre, comme une glycine ou une vigne. Donc c'est comme un arbre ou une plante grimpante, on a une architecture et il faut la prendre en compte dans le cadre du projet. Vous imaginez bien, tous ces points-là, en fait, si vous ne les pensez pas au départ, vous ne pensez pas le bon type de support, vous ne pensez pas la bonne pente, et du coup, vous n'avez pas la bonne réponse à l'usage que vous vouliez en faire. Et donc, en termes de solutions innovantes, en complément de ces réflexions-là, voilà, un petit exemple. D'un côté, on a eu une approche de support qui a été pensée pour être entretenue, pas de l'autre. D'un côté, on pourra tailler la glycine simplement, et de l'autre côté, la glycine ne sera pas taillée parce qu'il n'y a pas d'accès pour pouvoir le faire. Et là, pour le coup, on a une problématique de structure, par exemple, quand elle s'enroule sur les garde-corps ou autre. Donc, à penser en amont. On ne pense pas à la glycine après le coup, après coup. On a choisi cette plante en début de projet. Et donc, à la pépinière, nous, on a proposé une solution innovante qui permet justement d'entretenir plus facilement les végétaux. Et cette solution, elle s'appelle ICO. Donc, c'est cette solution innovante que je vous présente aujourd'hui. Donc ces plantes grimpantes, quand vous allez avoir des grandes hauteurs, quand vous allez avoir des hauteurs de 15-20 mètres de haut, pour les entretenir aujourd'hui, jusqu'à présent, il vous fallait des nacelles, donc du travail en hauteur, des choses qui sont coûteuses et complexes à mettre en œuvre. Et on a présenté dans le cadre du salon une innovation qui s'appelle ICO. Et c'est une innovation qui permet en fait de conserver tous les atouts de la plante grimpante, donc ce faible encombrement au sol, cette grande variabilité de végétaux, tout en enlevant tous ces coûts qui sont liés à l'entretien. Et comment ça marche? C'est très très simple. Voilà. C'est un système qui monte et qui descend. Vous pourrez le voir, on est en hall 4, c'est ça, dans le pôle Fleurs de France. Et voilà, vous pourrez voir ce brevet de végétalisation du bâti qui va vous permettre en fait de pouvoir penser l'entretien de manière simple des grimpantes. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous présenter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est penser en amont. Merci Marie-Laure pour cette première proposition et puis cette illustration de la nécessité d'anticiper surtout. Christophe, je vais poser la même question sur l'importance de l'anticipation et de la conception. Quels travaux est-ce que vous menez au Crit Horticole sur le sujet? Alors, par rapport à l'eau, en fait, ça fait à peu près 21 ans que je travaille sur les systèmes de gestion alternatifs des eaux pluviales, sous forme de noues, de tranchées drainantes, etc. Et en fait, je suis maître d'œuvre paysagiste et dans le cadre de mes aménagements, de plus en plus, il faut effectivement travailler à la fois sur l'eau pluviale, mais l'utiliser pour créer ces fameux îlots de fraîcheur. Et pour qu'ils soient placés de manière pertinente, avec un appel à projet régional, nous sommes en train de développer un outil de modélisation du confort thermique notamment, mais aussi des émissions radiatives de la chaleur, via en fait un projet qui s'appelle Épure, avec donc 2 centres techniques, donc le CRIT et Tipeee à La Rochelle, qui sont plus spécialisés bâtiments. Et nous, on travaille sur le végétal essentiellement. Et on permet en fait de créer un outil complètement scientifique à base d'études très, très poussées pour modéliser l'espace urbain, mais aussi pour modéliser l'impact sur le bâtiment. Donc c'est on va dire un appel à projet avec un consortium d'entreprises.
Et on travaille avec des entreprises type Unicalo, par exemple, sur des peintures thermiques. Et on mesure avec cet outil-là, qui est en cours de développement, quel est l'impact sur le bâtiment et sur le milieu urbain. Et également, on modélise le végétal et on va avoir toute une séance expérimentale pour mesurer l'albédo, mesurer les transparences foliaires, l'évapotranspiration à l'aide de capteurs. Et on va appliquer ça dans 4 villes partenaires, Niort, La Rochelle, Agen et puis Rochefort. Voilà, donc c'est des simulations, des exemples de simulations à base d'agrégation de différentes données. Donc on intègre les données LIDAR qui sont en train de se couvrir sur toute la France, les données LIDAR HD, où on pourra modéliser la végétation avec les bonnes hauteurs, les bâtiments avec les bonnes hauteurs. Et donc c'est un outil qui va prendre 3 ans pour se développer. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait une autre diapo. Ouais. Un exemple un peu concret à Châteauneuf-sur-Charente, où on a des gros problèmes de gestion des eaux pluviales. Et là, on a créé un jardin de pluie avec 3 ormes. Et la particularité de cet aménagement, parce qu'en fait, les noues, aujourd'hui, c'est complètement intégré dans tous les types d'aménagements, c'est qu'on a accès sur la réserve du sol, c'est-à-dire par arbre, on a à peu près 12 mètres cubes de terre exploitable, qui a à peu près 20% de capacité de stockage en eau. Et le fait d'avoir des grandes fosses comme ça, et en plus on récupère toute l'eau pluviale d'une bonne partie du bourg, on arrive à couvrir 4 mois sans aucun arrosage du fait de cette réserve du sol. Donc on va dire qu'on plante moins mais mieux, c'est-à-dire on n'a pas des grosses densités, mais l'objet c'est justement que ces arbres puissent se développer et à la fois créer un îlot de fraîcheur et gérer les eaux pluviales. Vraiment le rôle aujourd'hui du paysagiste, c'est de créer ces espaces-là multiservices. Voilà. Merci à tous les deux pour cette première illustration des travaux et des innovations des professionnels de la filière du végétal, donc au service des projets d'aménagement et puis donc aussi sur les effets qu'on peut déjà voir sur la pousse des végétaux. Et donc merci Olivier. Donc j'en passe à la deuxième question, qui est qu'une fois qu'on a parlé donc de la conception des projets, on va s'intéresser maintenant au choix des espèces. Et donc Olivier, tu peux prendre le micro puisque tu es le premier à passer pour répondre à cette question, à savoir quelles sont les espèces qu'on choisit et comment est-ce qu'on peut préparer aussi les plantes à la sécheresse dès la production, et puis voir quels impacts est-ce que ça peut avoir aussi sur la réussite du projet. Qu'est-ce que vous faites à Strédor et qu'est-ce que les professionnels expérimentent sur ce sujet? Alors, bonjour à toutes et tous d'abord. Je vais commencer par faire une réponse de Normand quant à l'espèce à choisir. Je n'ai pas la réponse, mais par contre vous l'avez, puisque dans chacun de vos projets, vous connaissez le type de sol, le type d'exposition, les variations de température, tous les contextes pédoclimatiques et les usages que vous allez devoir faire de ces lieux. Tant qu'on n'a pas ces données-là, de l'usage, des contextes pédoclimatiques, on ne peut pas répondre à la question quelle est la plante la plus adaptée. Il faut vraiment s'imaginer la France comme une série de dentelles et que dans chaque maille de cette dentelle-là, il y a une palette qui correspond. Mais pour chacun de ces nœuds, il y a des questions nouvelles et des réponses nouvelles. Donc c'est à vous de faire la démarche, d'aller voir des structures qui vont vous aider, des associations, des CBN ou des choses comme ça, qui vont vous aider à trouver quelles sont les plantes vraiment endémiques ou adaptées au lieu. Il y a des guides qui sont édités par les CAUE, par les instances, qui peuvent vous permettre d'avoir des palettes un peu plus restreintes. Et je dirais que le plus efficace encore, c'est d'aller voir les producteurs locaux, qui eux sont encore plus à même de vous guider. Sur la deuxième question, comme je suis sur les producteurs, là je peux un peu plus répondre. Parce que notre institut travaille non seulement pour le paysage et les collectivités, mais aussi beaucoup avec les producteurs. Et on mène depuis 8 ans maintenant, 6-8 ans, des expérimentations chez les producteurs qui les bouleversent un petit peu. J'ai une amie, Héloïse Royer, qui travaille sur un programme par exemple qui s'appelle Climarbre. Et son idée, c'était de dire aux producteurs, et si vous produisiez des plantes en mauvaise santé? Alors je m'entends quand je dis ça, c'est que quand on travaille en milieu urbain et dans des situations où la chaleur est importante, où la quantité de béton, d'asphalte est importante,
On va utiliser des végétaux qui viennent de pépinières qui ont été dorlotés et les mettre qui ont été élevés et dorlotés et on les met dans des contextes où c'est plus le cas. Où le volume racinaire est restreint, où les arrosages ne sont pas forcément tous efficaces, où la chaleur est complètement différente de la zone de production. Et donc ma collègue leur a proposé de faire des itinéraires de culture où là on va préparer l'arbre, c'est surtout des arbres que ça concerne, préparer les arbres à être en stress dès l'élevage. Ça va permettre de réveiller chez eux des caractères épigénétiques et donc une meilleure adaptation potentielle. Quand je vous dis ça, c'est qu'au début, on n'y croyait pas trop, les producteurs n'y croyaient pas trop. Au bout de 4 ans, on leur a montré qu'on arrivait à avoir des plantes vivantes, certes moins développées qu'un tilleul ou un hêtre en culture normale, mais qui étaient vivantes et qui supportaient la transplantation. Et on en est maintenant, en fait, quand je vous dis vivantes, c'est parce qu'on les fait pousser dans du béton, de la grave concassée et de l'asphalte. Voilà. Et ça à 60%. Le reste étant du compost de déchets verts de premier cycle. Donc on y arrive, on a créé des itinéraires de culture et on arrive aussi maintenant à avoir des producteurs intéressés pour ce type de plantes. Non pas qu'on va produire que des plantes comme ça, mais produire des plantes qui vont correspondre à un contexte particulier. Idem aussi pour des productions classiques, on les a accompagnés à aller vers le zéro tourbe et ça les a obligés aussi à se poser la question de l'irrigation et donc à pouvoir proposer par exemple des plantes qui ont subi des stress hydriques avant la vente. Au début, c'était pas évident, parce que les plantes poussent moins fort, moins bien, mais on a aussi je dirais une norme qualité, une qualité qui est différente chez la plante et une robustesse à la reprise qui est bien plus intéressante. Donc on travaille vraiment sur ces domaines-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais je dirais qu'en ce qui concerne l'eau, en tout cas, ça marche relativement bien. Pré-générer des stress, accoutumer les plantes dès le plus jeune âge. Voilà. Merci pour ces précisions. Et donc, on voit effectivement qu'il y a des choses qui peuvent être faites donc, dès la production et qui ont des impacts ensuite sur la réussite des projets. Marie-Laure, je te redonne le micro puisqu'on parle ici de production et c'est un domaine que tu connais bien. Quels sont tes conseils à la fois aux producteurs et puis aussi peut-être à tous les acteurs de la filière sur le lien avec le producteur? Alors, ça complétera bien ton propos. Donc oui, en fait, dans ce choix des palettes et dans ces végétaux adaptés, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer le producteur qui est à proximité du projet. En fait, nous, producteurs, si on fait ce métier, c'est parce on aime beaucoup ça, on a à cœur de bien faire les choses, on connaît bien les plantes, on connaît bien notre territoire, on connaît bien notre terroir et notre climat. Et qui mieux que nous, dont c'est le métier, ça va même de pouvoir accompagner un projet. Et un producteur, c'est quelqu'un de curieux aussi. C'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Produire du vivant, ce n'est que s'adapter en permanence. Donc vraiment, c'est un conseil que je vous donnerais, c'est de vous rapprocher des producteurs en proximité. On est sur du circuit court, on est sur aussi de la valeur qui va être créée en proximité. Et un producteur, avec ses microclimats, il vit en permanence, lui. Il a aussi ses clients. Il ne produit pas des plantes pour qu'elles meurent au bout de 2 ans de plantation. Ce n'est pas l'objet. Son rôle, c'est vraiment de pouvoir proposer des végétaux qui vont être déjà robustes et adaptés, et puis de les conseiller pour qu'ils jouent pleinement leur rôle derrière. Donc ça, c'est vraiment un conseil très très fort à vous donner, de ne pas vous dire, tiens, une plante, ce n'est pas une ligne et un tarif. Non. Une plante, c'est tout un bagage. Et tout ce bagage-là, il faut aller le chercher et vous pourrez pas, on ne peut pas le décrire sur une feuille de papier. Hein. Il n'y a pas de lézard. Donc il y a ce sujet-là. Il y a évidemment plus globalement, je vous disais l'anticipation tout à l'heure. Eh bien, typiquement, si vous avez des problématiques spécifiques, anticipez. Allez le voir en amont, votre producteur. Expliquez-lui votre problème. Il pourra aussi remonter vers son institut quand il n'a pas la réponse ou il a besoin de chercher. Mais voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on fait avancer le savoir, qu'on fait améliorer les pratiques, qu'on fait évoluer les choses. C'est dans ces connexions-là. Et c'est vrai que quand on est vraiment dans cette approche où on va besoin de planter dans 15 jours, je regarde un dispo, je regarde ce qui se fait et j'achète pour planter. Eh bien, c'est toute cette approche-là où on n'aura pas vraiment, on ne maximise pas ce succès de la bonne reprise de la plante parce qu'on l'aura évidemment... elle n'aura pas ce bagage, et puis on n'aura pas forcément été chercher les meilleurs des conseils pour que ça fonctionne bien.
Merci. Ben, je vais te proposer de passer le micro à Vincent pour compléter par rapport aux activités donc, de Novaflore sur cette partie production et puis aussi en remontant un petit peu, je crois, sur la partie génétique et puis l'origine des végétaux. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Bonjour à tous. Donc nous, Novaflore, on travaille la strate herbacée dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on propose des solutions de végétalisation à base de semences d'origine diverses, selon les contextes et les projets pour lesquels on va travailler. Ça peut aller, par exemple, de prairies fleuries à base de plantes ornementales pour du fleurissement en cœur de ville, jusqu'à l'utilisation de semences de plantes sauvages locales pour des projets de restauration naturelle, de restauration écologique, en milieu naturel. Peu importe, je dirais, en fonction de ces différents cas de figure, les plantes elles vont être soumises à des contraintes, et notamment la contrainte de la sécheresse qu'on retrouve dans tous les cas de figure. Et donc, par rapport au côté sauvage, si on fait le focus un peu sur les plantes sauvages, ça fait à peu près 10 ans qu'on s'est lancé dans la collecte et de la multiplication de semences herbacées locales, donc sur différentes régions en France. Et on est entré dans ce dossier, dans cette démarche, notamment en parallèle par rapport au label végétal local en 2017. Et donc cette démarche, elle se fait en 2 étapes. La première, c'est la collecte. La collecte, c'est déjà une démarche de sélection, je dirais, de plantes et d'observation de la nature, puisqu'en fait, on va prospecter les milieux naturels, les prairies, les pelouses, notamment les pelouses calcaires par exemple. Et ça va nous permettre déjà d'observer en période estivale et en cas de sécheresse quelles sont les plantes qui résistent le mieux aux conditions estivales et aux conditions justement de manque d'eau. On va aussi cibler des milieux déjà, je dirais des espèces qui poussent déjà dans des milieux contraignants, de type prairies sèches ou pelouse calcaire. Donc les espèces qu'on va travailler, je dirais pas en priorité, mais sur lesquelles on va bien miser, c'est notamment tout ce qui est Origanum vulgare, la sauge, Salvia pratensis, l'échium, la vipérine, Echium vulgare, le millepertuis et d'autres, par exemple comme la Scabious columbaria. Ces plantes, elles sont déjà naturellement présentes dans des milieux séchants, donc on va miser en priorité sur ces espèces pour pouvoir les réutiliser en mélange après. Et donc on va privilégier le choix de plantes locales puisqu'elles ont de manière intrinsèque, je dirais, des caractères de résistance plus importants que certaines origines, d'autres origines diverses, je dirais, qui pourraient être beaucoup plus sensibles à la sécheresse que ces espèces-là. Ensuite, sur la partie production, c'est-à-dire que ça, c'est la suite logique de cette démarche. On va collecter des graines dans la nature, ensuite on va les remultiplier à plus grande échelle chez des producteurs. Là encore, c'est une étape de sélection de plantes, notamment au regard des conditions de plantation qu'on utilise, à savoir que toutes les parcelles dans lesquelles on met en place des cultures florales de semences locales sont conduites sans produits phytosanitaires, sans apport d'engrais également, et avec le moins d'eau possible. Donc on va essentiellement arroser dès la plantation, et après quasi pas, en tout cas pour toutes les plantes vivaces. On va aussi privilégier des plantations d'automne pour essayer d'optimiser au maximum les réussites. Et on va travailler dans différentes régions de France. Selon les régions, on va adapter les espèces qu'on va produire en fait en fonction du climat de chacune des régions, et on va également adapter les espèces au type de sol des parcelles de culture. Par exemple, dans notre région, en bassin parisien sud, on va produire des espèces sur des parcelles qui se situent en vallée de la Loire ou vallée de l'Authion, sur des terrains très sableux, très séchants et drainants. Donc on va déjà positionner des plantes qui, je dirais, vont devoir se conditionner à des contraintes de manque d'eau, et notamment dans toutes ces espèces que j'ai citées tout à l'heure qui vont pouvoir se développer sur ces situations-là. Alors ça, c'était l'utilisation des plantes sauvages. On va les privilégier pour la restauration des milieux naturels. Lorsqu'on passe sur des projets en contexte urbain,
Là encore, on va avoir des contraintes. Les plantes vont être amenées à avoir certaines contraintes. C'est ce qu'on appelle les conditions chez nous, les conditions agrolimitantes. Donc il y a différentes situations difficiles qui peuvent être des pieds de mur, les pieds d'arbres, la voirie, la végétalisation de cimetières par exemple. Et dans toutes ces situations-là, le facteur limitant, ça reste principalement le manque d'eau. Et donc, dans ces cas de figure-là, on va chercher au maximum à diversifier la palette végétale. C'est-à-dire qu'on va utiliser d'autres origines de semences. On va élargir, par exemple, des semences de plantes ornementales. On va encore utiliser par moment des plantes sauvages, des semences de plantes sauvages, mais également des légumineuses et des graminées certifiées. Et toutes ces espèces-là, toutes ces semences et ces origines, on va les associer entre elles pour pouvoir proposer des solutions qui soient le plus fonctionnelles possible sur tous ces espaces anthropisés. Le choix de ces plantes dans ces situations-là, on va le faire sur des plateformes d'expérimentation. Sur ces plateformes-là, en fait, on va reconduire les conditions agrolimitantes qu'on peut retrouver en ville et on va tester et évaluer chaque espèce de manière individuelle. Donc on va les semer les unes à côté des autres et on va évaluer leur comportement en conditions limitantes et notamment en situation de manque d'eau. On fera ce choix ensuite, cette sélection au regard de l'évaluation qu'on a portée. Et ensuite, on va sélectionner les plantes et les associer entre elles pour créer des mélanges le plus adaptés aux conditions agrolimitantes. Merci beaucoup pour cette réponse. On voit bien déjà la complexité en fait, du sujet, mais aussi tous les leviers qui sont à disposition pour travailler le rapport entre le végétal et ses besoins en eau. Et puis tous les travaux qui sont réalisés en plus par les professionnels. Hop, alors... Je vais passer la parole à Pierre pour ma troisième question, pour parler aussi d'une composante assez essentielle sur le sujet, c'est le sol. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le sol, selon vous, intervient face à ces questions de stress hydrique et comment est-ce qu'on peut tirer au maximum profit du potentiel que le sol peut nous offrir ? Bien, bonjour à tous, Pierre Carrier, je suis chargé du développement commercial pour la société Amontera, donc qui est une spin-off de Mycea, puisqu'il y a eu une séparation d'activités. On va parler de champignons endomycorhiziens, puisque dans les champignons mycorhiziens, il y a les champignons ectomycorhiziens et les champignons endomycorhiziens. Les ectos, c'est tous les champignons que l'on consomme régulièrement, qui sont souvent des champignons forestiers. Et là, le sujet de Mycea, c'est de travailler sur des champignons endomycorhiziens et de travailler sur des communautés locales de champignons mycorhiziens, puisque le principal effet des champignons mycorhiziens, c'est de créer des symbioses avec les végétaux. Symbioses qui vont être bénéfiques pour les végétaux, justement, pour lutter. On a parlé du stress hydrique, et c'est quelque chose qui est assez général. Aujourd'hui, l'accès à l'eau devient de plus en plus compliqué. On a des sols de plus en plus déstructurés dans les milieux urbains, de moins en moins de terres végétales disponibles. Et donc l'idée, c'est de régénérer le vivant dans les sols à partir des champignons mycorhiziens. Donc ce que l'on propose, c'est de travailler à partir des origines locales. Comment on a construit notre service qui s'appelle Mycoterroir, c'est que pendant 3 ans, donc il y a eu 3 ans de recherche et développement au début de la création de Mycea. Et on a montré que les champignons mycorhiziens, les populations de champignons mycorhiziens différaient davantage par le géoclimat que par la structure du sol. Donc si vous avez 2 sols de structure physico-chimique voisine, ce n'est pas le premier critère de variation des populations de champignons mycorhiziens. Donc partant de ce constat que plus des prélèvements étaient éloignés, plus les communautés étaient différentes, on a dit on va circonscrire nos champignons mycorhiziens sur une zone déterminée, donc locale, à l'échelle d'une commune à peu près, peut-être un peu plus large. Et donc, ce que l'on propose sur un chantier de plantation, c'est d'une part, si on est sur un sol naturel, évidemment, on va faire une première analyse d'abondance et de diversité et de taux de viabilité des spores qui sont dans le sol. Et ensuite, si on est sur des technosols, évidemment, mélange de terre, pierre, compost, la vie dans le sol ne va pas être forcément formidable. Donc on va aller prélever sur des zones naturelles autour de ces zones de plantation
Et là, donc, en fait, c'est les deux piliers sur lesquels repose le service Mycoterroir. C'est l'origine locale des espèces et la diversité. Et sur les zones naturelles, on peut avoir de très belles diversités qui peuvent aller de 20 jusqu'à plus de 80 espèces. Et donc on va aller chercher ce sol, on va co-construire avec le client un plan de prélèvement sur ces parcelles-là, sur ces zones-là. On va identifier des points GPS qu'on va transmettre au client, il va faire les prélèvements, on va récupérer ce sol qui contient donc une grande diversité, on va extraire les spores et les multiplier en chambre de culture. On parlait souvent d'anticipation depuis le début. Il faut vraiment anticiper puisque par rapport à une plantation, on a besoin de 5 mois pour multiplier ces spores de champignons. Une fois que ces spores sont multipliées, on les extrait de nouveau de notre chambre de culture qui est produite avec des plantes hôtes dans des pots. Ce ne sont pas des fermenteurs, hein. Et donc il faut ce temps-là pour multiplier toutes les espèces qui sont présentes. Et une fois qu'on a extrait ces spores, on va les formuler selon les types d'applications que la structure a besoin au niveau de la plantation. Ça peut être donc, c'est là, donc une poudre mouillable pour injection. Ça peut être des micro-granulés pour mettre dans les trous de plantation, des poudres à pralinage pour les racines nues. Et puis la dernière, donc une formulation qui permet d'enrober les semences pour les couverts végétaux. Bon, c'est peut-être davantage utilisé en agriculture qu'en espace vert, les couverts végétaux, mais voilà. Et donc, ces champignons mycorhiziens vont entrer en symbiose avec les végétaux et vont permettre la résilience vis-à-vis du stress hydrique, la résilience vis-à-vis aussi des stress métalliques sur des sols pollués. Malheureusement, dans les sols urbains, on a des zones qui peuvent être assez chargées en éléments métalliques. Les champignons permettent de les protéger. On va avoir aussi une meilleure efficience de la fertilisation organique. Je précise à ce stade qu'on déconseille fortement la fertilisation minérale de synthèse avec les mycorhizes, puisque de toute façon, elles ne s'exprimeront pas, donc ça ne sert strictement à rien. Et en termes de résultats, en fait, vous pouvez voir, on a précisé des chiffres donc en conditions normales et en conditions de sécheresse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mycorhizes s'expriment d'autant plus que les plantes sont stressées. Bon, évidemment, quand on vient de mettre des plantes en terre, on vient aussi de les arracher, donc elles sont relativement stressées, donc elles en ont besoin. Mais en fait, plus le stress de la plante va être important, plus elle va faire appel aux mycorhizes. Pourquoi on dit faire appel aux mycorhizes? Puisque en fait, c'est la plante qui va décider si elle mycorhize ou pas avec les champignons. Et en fait, dans la palette végétale que l'on a eue au début, cette diversité d'espèces va permettre que toutes les plantes qui sont présentes dans la palette végétale puissent trouver l'espèce ou les espèces avec lesquelles elles vont mycorhizer, sachant qu'il n'y a pas d'espèce définie ou inféodée à tel ou tel végétal, espèce de champignon, puisque on constate même qu'au cours du cycle végétatif, on peut avoir des espèces qui entrent et qui sortent au niveau des racines quand on fait des analyses racinaires. Donc, des gains vis-à-vis des conditions de sécheresse, donc le plus 90% en capacité de reprise des végétaux, donc c'est quand même intéressant. En conditions de sécheresse, en accroissement, on est à des gains jusqu'à plus 126%. Donc ça sont des gains immédiats, et les gains à plus long terme, c'est quand même aussi de reconstituer la vie dans les sols, parce que les plantes en ont grandement besoin. Merci Pierre pour toutes ces explications donc, sur le rôle du sol et celui de la mycorhisation. Et Christophe, je crois que tu voulais apporter quelques compléments techniques justement sur ces phénomènes et processus. Alors, effectivement, dans mon métier, la crainte par rapport au changement climatique, c'est la reprise des végétaux. Et quand on a des températures de 40 degrés dans l'année de la plantation, il y aura forcément de la casse. Et les programmes politiques ambitieux sur les plantations posent ce problème de planter beaucoup et que ça reprenne. Et je vois en fait dans ces processus de mycorhisation en fait, artificielle plutôt un moyen en fait, complémentaire d'assurer ces reprises. Ça ne fait pas tout, parce que la connaissance scientifique dans le domaine des mycorhizes est très peu connu. En fait, c'est un système très complexe, le sol. Et comme disait monsieur, là, en fait, c'est le végétal qui choisit s'il s'associe ou s'associe pas
par l'émission racinaire des substances biochimiques. Et c'est en fonction de ses besoins qu'il le fait. Et le mycorhize, en fait, il établit le lien hydrique entre le sol et le sous-sol. Il faut savoir que la plupart des arbres, le système racinaire descend rarement de plus de 1,50 m. Même le chêne, on a l'image du chêne qui descend à 3 mètres. Non, non. Le chêne pédonculé, c'est 1,50 m en moyenne, le pivot. Donc, ce qui veut dire que, en fait, naturellement, l'arbre a besoin du mycorhize pour simplement vivre. Et on parle beaucoup de technosols, etc. En fait, les champignons à l'état de spore sont présents partout. Et quand on utilise des technosols, on utilise des matériaux, des minéraux. Et il suffit de le laisser pendant 1 an à l'air libre. Il se mycorhize naturellement. Donc, il y a en fait ces produits en fait, de compléments pour la reprise, mais aussi on peut utiliser dans certaines conditions l'apport du vent, l'apport des matériaux, des spores. Et c'est vrai qu'on a des centaines et des centaines de mycorhizes dans un sol, mais tous ne seront pas utilisés par la plante. Comme disait monsieur, mais c'est une voie de recherche et intéressante en fait, pour nos métiers, parce que ça complète, on va dire, nos craintes. En tout cas, c'est un outil supplémentaire, quoi. Merci pour ces compléments. Mais je pense que de toute façon, vos discours étaient bien en phase. Je ne sais pas si Pierre, vous souhaitiez ajouter un mot. Très bien, super. Très bien. Et donc, on va passer à la dernière question que je souhaitais vous poser aujourd'hui. Et donc, à savoir, quelles sont, pour un peu les dernières étapes finalement dans la vie du végétal, quels sont les bons réflexes à avoir pour ce qui est de la plantation des végétaux? Et là-dessus, en préparant la table ronde, on s'est rendu compte que, alors on souhaitait parler d'innovation, et parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, mais que des fois, avant de parler d'innovation, il y a besoin de parler un peu d'un retour aux fondamentaux, un back to basics. Donc je crois que c'est ce qu'on voulait vous proposer là avec Vincent pour commencer. Oui, hein. Oui, en effet. Alors nous, dans notre métier, on va plus parler de semis que de plantation. Mais en effet, je pense que pour les bons réflexes, en fait, ça va être des choses assez simples, assez basiques, notamment le respect du cycle naturel des plantes dans un premier temps. Donc nous, au niveau du semis des prairies fleuries, on a 2 périodes principales dans l'année, 2 périodes clés. C'est soit des semis d'automne, soit des semis de printemps. Et en fait, en fonction des espèces qui composent les différents mélanges fleuris, on va s'orienter sur l'une ou l'autre des périodes. Certaines plantes vont avoir besoin, par exemple, d'un passage au froid pour pouvoir initier leur germination. Donc, celles-ci les semer à l'automne. À l'inverse, d'autres vont avoir besoin de conditions de chaleur et certaines ne résisteront pas à l'hiver, seront gélives. Donc, elles, on va plutôt les semer au printemps. Donc, déjà, ce premier critère, je dirais, c'est déjà un choix et une sélection par rapport aux différentes périodes de semis. Ensuite, en fonction des objectifs du projet et du niveau d'attente et d'entretien qu'on est prêt à apporter au projet, on va encore une fois choisir l'automne ou le printemps, donc la bonne période d'implantation. Par exemple, si dans le projet, il n'y a pas une obligation de rendu esthétique, visuel, plus, je dirais, pendant l'été, et si d'autant plus, il n'y a pas possibilité d'un complément d'arrosage au printemps, autant décaler le semis à l'automne pour je dirais, se donner les chances de réussir encore plus l'implantation. Le semis d'automne, en général, il se fait, en théorie, je dirais, il se fait dans des conditions météorologiques qui sont quand même plus favorables. On a des températures moins caniculaires que sur certaines périodes de printemps. On a une hygrométrie qui est en général plus importante. On va avoir une moindre concurrence des adventices puisqu'on est quand même sur une période de l'année qui est plutôt en phase descendante en termes de végétation. Tout ça, ça va permettre de semer à des densités un peu plus faibles et également de diminuer les coûts pour le client en termes de coûts au mètre carré. Autre avantage du semis d'automne, ça permet une floraison plus précoce au printemps suivant. Donc ça, c'est plus selon la période à laquelle on souhaite fleurir. Autre point sur les bons réflexes, c'est encore une fois respecter les fondamentaux, notamment dans la mise en place des prairies fleuries. Je dirais connaître à minima le sol dans lequel on va implanter.
Ça permet déjà de choisir les plantes qui vont être adaptées à ces situations. Ensuite, la qualité de la préparation est primordiale. On dit souvent que c'est 50% de la réussite d'un projet. Là, dans le cadre de semis en pleine terre, c'est important de respecter en amont un certain nombre d'étapes. Il y a un itinéraire technique qui est nécessaire de suivre pour pouvoir réussir la mise en place. Et enfin, effectivement, alors ça c'est plutôt du bon sens agricole, mais la prise en compte des conditions météorologiques, tout simplement. Si on sait qu'il pleut vendredi dans une semaine, autant faire se peut que de semer le jeudi, la veille, pour profiter des pluies le lendemain. Et donc en fait, c'est pas toujours évident effectivement de pouvoir programmer les travaux sur des périodes idéales. En tout cas, si sur des semis de printemps, pour X raisons, le projet doit se décaler, mieux vaut partir sur un semis d'automne plutôt que de semer vraiment sur des périodes estivales sans arrosage, où là on est quasiment voué à l'échec par rapport à un semis de prairie fleurie. Et puis, autre point pour optimiser, je dirais, la réussite des semis, nous, on a fait le choix, alors on a parlé des mycorhizes déjà tout à l'heure, nous, on a fait le choix depuis 2014 d'associer en fait nos semences de prairie fleurie avec des champignons mycorhiziens. C'est-à-dire qu'on va proposer à nos clients qui vont semer leur mélange de mélanger un petit sachet de poudre de mycorhize au moment du semis, de façon à pouvoir optimiser la réussite. En fait, on a fait ce choix suite à des essais dans le cadre d'un programme de R&D qu'on a appelé Symbiose, dans lequel on a montré l'impact justement positif de l'apport de mycorhize sur les mélanges fleuris, et notamment sur 2 critères. Tout d'abord, la rapidité d'installation, c'est-à-dire on a boosté entre guillemets le taux de recouvrement au sol de 35% en présence de mycorhize comparativement à des témoins non mycorhizés, et également un impact positif sur la floraison, la densité florale au mètre carré, qui a été multipliée par 4 en présence de mycorhize. Donc ça nous a amené à généraliser l'utilisation de ces champignons sur l'ensemble de nos gammes, de façon à pouvoir optimiser et favoriser la réussite des projets de semis. Merci pour ces exemples, ces illustrations. Olivier, tu veux compléter sur ces questions de revenir aux fondamentaux pour ce qui est de la plantation ? Oui, je vais peut-être m'attarder plus sur les ligneux. C'est vrai qu'au niveau de l'herbacée, c'était très complet. Je ne vais pas forcément m'attarder sur les techniques de plantation pure. Vous les trouverez dans les règles pro de l'UNEP, qui a fait des fiches tout à fait bien à ce sujet-là. Mais on pourrait repartir d'un contexte urbain, et on parlait de changement climatique. D'abord, je voudrais insister sur un point. On parle beaucoup de changement climatique, impact du changement climatique sur les végétaux. Il y a juste un bienfait de ce changement climatique. Enfin, je le vois comme un bienfait, moi, je ne sais pas vous. C'est qu'en fait, il met en exergue nos erreurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il est tellement puissant que les plantes sont stressées, et la première chose que ça fait, c'est que ça appuie là où ça nous fait mal. Là où on a mal entretenu, là où on a mal planté. Mais on peut s'en vouloir aussi un petit peu à nous. C'est pas, voilà, ça nous responsabilise. Et donc dans ce contexte-là, il faut savoir, quand on est dans son environnement, là où on est mauvais ou là où c'est difficile de travailler. Et donc répondre à ça. Pour les ligneux, par exemple, il y a une problématique assez importante, c'est la taille des fosses de plantation. Que ce soit un arbuste ou un arbre, on est sur des tailles de fosses de plantation qui ont diminué toutes ces dizaines de dernières années. On arrive maintenant à des pots de fleurs, quoi. Et il ne faut pas s'étonner que les plantes soient en stress. Qu'on mette des mycorhizes ou pas, elles n'exploreront pas plus de sol. Le limite, c'est limité. Donc on en vient maintenant dans les villes, en tout cas avec celles pour lesquelles on travaille, à faire des techniques assez simples. Si on ne peut pas avoir des fosses continues, ça c'est l'idéal, hein, avoir des fosses continues au niveau des trames brunes, c'est absolument génial. Mais on est en amont, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la conception. Si on ne peut pas faire ça, on commence par exemple à proposer dans les collectivités à ce qu'entre chaque arbre d'alignement, on désartificialise le sol sur la largeur de l'emprise de la fosse de plantation et entre chaque arbre, et sur 40 cm de profondeur. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que s'il n'y a pas de bordurage, s'il n'y a pas de pavés ou des pavés à niveau du trottoir, toutes les eaux de pluie vont tomber dans ces massifs, on va dire, et ensuite aller s'enfoncer dans les trous de fosses de plantation. Donc on augmente un petit peu, dans une moindre mesure. Si ce n'est pas des arbres de pluie, tu les as cités tout à l'heure, les arbres de pluie c'est encore mieux, là on est au level 2 du truc. Mais si on ne peut pas faire d'arbres de pluie que ce n'est pas installé, ces systèmes-là sont potentiellement intéressants.
ils augmentent la trame de façon assez discrète, ils augmentent la végétalisation et donc le rafraîchissement aussi. Et ça permet de restocker un petit peu d'eau. C'est très localisé, hein. Je vois des villes comme Rouen, ils ont réussi à désartificialiser de cette manière-là plus de 8000 m² dans la ville. Voilà, presque un terrain de foot, c'est déjà pas mal. Et ils continuent encore et encore. Donc ça, c'est travailler sur le sol, sur la capacité d'exploration des sols et la quantité de sol disponible, c'est important. Et il y a aussi une autre chose, je ne sais pas si vous étiez là hier, mais il y avait Emma Aziza qui parlait de l'hydrologie régénérative. Et dans cette thématique-là, il y a une chose très simple. Augmenter de 1% la matière organique présente dans le sol, c'est multiplier par 5 la capacité de rétention en eau de ce sol. Et quand je dis 5, je suis très gentil. Et donc, il suffit juste ça, d'apporter de la matière organique dans vos sols. Alors, il y a plein de formes de matière organique. Hein. Ça peut être différents composts en fonction des différents sols. Ça, il faut bien le prendre en compte et pas le faire n'importe comment. Mais déjà, commencer par ces gestes simples-là, augmenter cette matière organique. Et puis, par la suite, on a tous les systèmes, je dirais, une fois que la plantation est faite, que la désartificialisation est faite, on a tous les systèmes de suivi. Alors, suite à la plantation, on va pouvoir assurer les arrosages. On avait évoqué les sacs d'arrosage, ça quand on parlait, ou les poteries enterrées, qui sont des systèmes temporaires qui assurent juste les premiers mois suite à plantation. Mais on sait très bien que ce n'est pas forcément que les premiers mois qui comptent. Ce sont les premières années, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, les phénomènes climatiques sont quand même assez puissants. Et là, l'usage de sondes, alors pas seulement tensiométriques, les sondes de sol qui vont mesurer la tension hydrique du sol, mais aussi des sondes micro-dendrométriques, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des sondes qu'on place sur les branches ou sur les troncs des arbres qui permettent de connaître un peu l'impact en fait, des stress hydriques sur le rythme de dilatation des branches et du bois. Et c'est assez parlant, ça permet d'ajuster des arrosages, d'anticiper des arrosages. Je dirais que la photographie à l'instant T n'est pas très intéressante pour ces systèmes de sondes. C'est plutôt une photographie c'est plutôt un film qu'on va dérouler et un scénario qu'on va pouvoir se faire. Et à l'issue de ce scénario, pouvoir dire ok, dans cette histoire-là, il faut que j'arrose à telle et telle période. Donc c'est important de le faire. C'est pas la peine de le faire sur tous les arbres, sur toutes les plantes. C'est pas la peine de le faire. Voilà, vous pouvez très bien avoir un système et le déplacer dans votre espace en fonction des besoins, en fonction des plantations. C'est pas un investissement énorme et ça permet un bon suivi ou du moins de pouvoir s'adapter. Et il y a ensuite, pour terminer, toutes les pratiques culturales. Je préfère le répéter, tailler au bon moment, ne pas trop tailler. D'ailleurs, c'est pas mal d'ailleurs. Voire pas tailler du tout, c'est encore mieux. Mais voilà, des choses un peu. Se poser la question en fait pour chacun des gestes. Parfois, c'est pas la peine d'arroser. Voilà. Parfois, c'est pas la peine de tailler. Parfois, c'est pas la peine de désherber. Se poser la question, est-ce que je le fais au bon moment, anticiper la vie du végétal. Voilà. Merci Olivier. Donc Pierre, pour terminer rapidement et pour revenir sur le sol, notamment au moment de la plantation. Oui, je voulais rajouter qu'effectivement, on a parlé de fondamentaux en opposition aux innovations. Même si aujourd'hui on parle de plus en plus du sol, que ce soit d'ailleurs en espace vert ou en agriculture, le sol redevient quelque chose de très important. Pour nous, le sol, on marche dessus. Donc effectivement, tout ce qui est dans le sol, on ne le voit pas trop, on n'y fait pas trop attention. Sauf que pour les plantes, c'est quelque chose d'important. Et j'ai lu dans une citation de l'Institut Pasteur qui dit que notre microbiote intestinal dialogue avec notre cerveau. Si notre microbiote va bien, en quelque sorte, notre cerveau va bien. Mais si le microbiote du sol dialogue avec les végétaux, les végétaux vont aller bien. Donc il faut travailler sur le sol, travailler sur le vivant du sol. Et en fait, effectivement, il n'y a pas que les mycorhizes, il y a des bactéries, il y a des trichodermas, il y a tout un tas après de macro-organismes même. Les vers de terre sont évidemment très importants. Mais les mycorhizes font le lien entre les végétaux et le sol via des cortèges de bactéries qui vivent de façon un peu commensale avec les champignons mycorhiziens. Donc il faut vraiment travailler sur le sol pour que les végétaux soient en meilleure santé. Voilà, je pourrais conclure là-dessus. Merci beaucoup. Je vais faire très très vite pour la conclusion, puisqu'on arrive largement au bout du temps qu'on avait d'imparti. Merci beaucoup à vous 5 pour vos présentations. Merci. Et ces illustrations, je voulais juste rapidement terminer en vous disant qu'au niveau de Végépolis Vallée, donc on accompagne des adhérents dans leurs projets d'innovation, qu'on a autour de 60 à 70 acteurs qui travaillent sur ces questions liées au paysage et au végétal en ville.
Je ne vais pas tous les dérouler, mais voilà, vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc autour de la partie production végétaux et semences, on a aussi des adhérents qui sont présents sur le salon. Aussi sur les questions de fournisseurs de solutions et de services, que ce soit des substrats, des solutions d'analyse d'images, etc. Et puis il y a aussi des concepteurs de solutions de végétalisation. Donc voilà, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais moi je suis présente encore jusqu'à la fin de la journée et demain sur le salon, sur le stand de Végépolis Vallée qui est au hall 4. Donc si vous avez des questions ou que vous souhaitez que je vous renvoie vers un de nos adhérents présents, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter qu'on a vu sur le stand beaucoup d'enseignants, de formateurs et beaucoup aussi d'étudiants en aménagement paysager. C'est très encourageant pour l'avenir et vraiment on peut les féliciter. Merci pour ce complément important et puis merci à tous de votre présence.